Bah. Les vraies voix Sud Radio. Tout comme nous, notre système électrique encaisse la chaleur. Selon RTE, le gestionnaire du réseau électrique, quand les températures grimpent, certaines centrales nucléaires peuvent être contraintes de lever le pied, notamment parce que l'eau des fleuves utilisée pour les refroidir devient trop chaude. Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes. Alors avec des étés toujours plus chauds, on est à même de se poser la question, et on vous la pose d'ailleurs sur YouTube, peut-on compter sur notre parc nucléaire? Pour en parler, nous sommes avec Thomas Pellerin-Carlin. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes député européen Place Publique, ancien chercheur et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, spécialiste de la politique européenne de l'énergie. Je l'ai bien descendu, Très bien. Alors, très simplement, à la date d'hier, Thomas, 13 réacteurs sur 57 étaient affectés par des contraintes environnementales. Il y en a 8 complètement à l'arrêt, 5 en fonctionnement réduit. On a même d'être un peu inquiet, non ? Alors, il n'y a pas raison de s'inquiéter, c'est un phénomène qui est assez récurrent. On connaît des vagues de chaleur en France de plus en plus, et EDF, évidemment, tout à fait prêt à gérer ça. Pour vous dire, en fait, en termes de production électrique française, on est à peu près dans la même situation que au même moment, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. On continue malgré tout à exporter de l'électricité, et un des avantages qu'on a, c'est une source d'énergie renouvelable qui produit beaucoup en ce moment, c'est évidemment les panneaux solaires, et donc c'est un exemple de la complémentarité entre le nucléaire et l'énergie solaire. D'accord, donc s'il y a une baisse ou qu'il y a encore plus de centrales nucléaires, pour vulgariser un petit peu pour nos éditeurs qui sont à l'arrêt, on risque pas de plus avoir d'électricité demain, quoi. Ah oui, vraiment, à court terme, il n'y a aucun problème. Encore une fois, on continue à exporter. À long terme, c'est évidemment un des éléments que EDF est en train de regarder, notamment pour pouvoir, il faut adapter toute la France au dérèglement climatique, y compris du coup la production d'électricité. Il y a un volet spécifique au nucléaire, mais il y a aussi ce volet de développement des énergies renouvelables, l'éolien et surtout le solaire pour ce qui est de la question estivale. Alors par rapport justement à cette prévention dont on parle beaucoup depuis le début de cette émission et qui fait faillite, j'ai envie de dire, sur certains sujets, pour l'électricité, est-ce que cette prévention et cette organisation en amont de ce qui peut se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans est faite selon vous? Alors le système électrique est vraiment un des pans de l'économie française qui est aujourd'hui le plus adapté au dérèglement climatique. C'est des choses qui ont été faites, c'est des choses qui sont connues, il y a des ingénieurs qui ont travaillé. Donc il y a un vrai défi estival, il y a aussi le défi des inondations et des tempêtes qui est plus problématique. Et je veux aussi saluer le courage de ces milliers de femmes et hommes qui travaillent à EDF, à RTE, à Enedis et qui permettent à la France d'avoir de l'électricité d'une manière qui est extrêmement fiable. Ouais. Mais oui, on parle pas beaucoup des trains qui arrivent à l'heure, comme on dit. Mais si vous regardez par exemple, c'est vrai ça. Aux États-Unis, il y a eu un grand phénomène de blackout pendant un hiver au Texas. Alors que l'hiver est pas trop froid normalement au Texas, et les Texans se sont retrouvés pendant 7 jours sans électricité. C'est énorme, 7 jours. C'est dingue, c'est dingue. Énorme. Et nous, grâce à des investissements qui ont été faits, grâce à une véritable planification. Parce que c'est des investissements publics aussi. Absolument. C'est des investissements publics, aussi des investissements privés. Il y a une ville par exemple dans laquelle je vais me rendre bientôt à Andilly-les-Marais en Charente-Maritime. Ils ont investi dans leur propre parc éolien. Donc il y a aussi s'arrêter là, il y a aussi nos éleveurs en France qui ont beaucoup investi dans l'énergie solaire. Donc il y a aussi évidemment la planification de l'État, mais qui s'appuie sur les élus locaux, sur les éleveurs. Les élus locaux, ils sont très importants justement pour tisser ce maillon. Ils sont fondamentaux en effet. Donc développer les énergies renouvelables, c'est essentiel, et notamment le solaire pour l'été. On est avec Corinne Lepage aussi. Bonsoir Corinne, bienvenue. Bonsoir, merci de votre invitation. Avec plaisir, vous êtes avocate, ancienne ministre de l'Environnement et auteur de Le discrédit écologique ou comment sortir du backlash aux éditions Gallimard. Je vais vous reposer, je pense que vous avez entendu un petit peu ce que vient de nous dire Thomas Pellerin-Carlin. Je vais vous reposer la question à vous, tout simplement. Peut-on compter sur notre parc nucléaire et est-ce qu'on est, en termes de prévention et de projection, au bon endroit en France? Alors, notre parc nucléaire actuel est un parc qui a commencé à être constitué à la fin des années 70 et qui s'est achevé dans les années 90. D'accord. À l'époque, la question du dérèglement climatique ne se posait pas, même si pour les centrales situées en bord de mer, je pense au Blayais où il y a eu un gros pépin en 99 et à Gravelines, peut-être plus encore qu'à Penly, le sujet des inondations était déjà un sujet qu'on avait dans la tête. Aujourd'hui, il est évident que la transformation rapide, malheureusement, à laquelle nous assistons, impose de se poser des questions qu'on ne se posait pas par le passé. Il ne faut pas du tout incriminer le fait de ne l'avoir pas fait. C'est que tout simplement, dans ces années-là, la question ne se posait pas. Elle se pose depuis un certain nombre d'années quand même maintenant, la question-là. Oui, bien sûr. Mais il faut distinguer l'existant et le futur. Oui, bien sûr. Me semble-t-il. Bon, pour l'existant, je termine juste. Allez-y, je vous en prie. Pour l'existant, vous avez 2 catégories de centrales. Celles qui sont au bord d'une rivière, d'un fleuve,
celles qui sont au bord de la mer. C'est pas les mêmes problématiques. Ouais. La problématique d'été, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est celles qui sont au bord de fleuves. Pourquoi ? Oui, parce que l'eau est trop chaude, c'est ça. Et puis, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas assez d'eau. Et ensuite, elle est trop chaude. Donc, ça pose un problème de refroidissement. Et ça pose un problème, évidemment, pour la faune et la flore. Chaque année, les préfets donnent des arrêtés de dérogation à EDF pour continuer à fonctionner au-delà de ce qui avait été prévu initialement en termes de température de l'eau. Mais arrivé à un certain point, ce n'est plus possible. Et puis, vous avez vu que cette année, et je pense que c'est la première fois, mais je parle sous le contrôle des personnes qui sont sur cette antenne, que à Gravelines, il y a un problème d'une autre nature. Gravelines, c'est au bord de la mer, c'est pas au bord d'un fleuve. Gravelines est fermée, non pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau, mais parce que il y a un envahissement de méduses, c'est ce que disait Jean-Christophe Couvi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec la chaleur qui monte, effectivement, un envahissement à telle enseigne que les filtres ne fonctionnent plus. C'est dingue. Ce qui veut dire que là, on a à peu près 20% de notre production nucléaire qui est en l'air actuellement. Ouais. Alors heureusement, Jean-Christophe Couvi, comme le disait Thomas Pellerin-Carlin ou Madame la ministre d'ailleurs, heureusement on a d'autres manières de se procurer de l'électricité, notamment l'hydraulique ou les énergies renouvelables, etc. C'est-à-dire que peut-être c'est enfin un sujet en France où on a été un petit peu en anticipation. Oui, oui. En fait, c'est 118 000 emplois temps plein d'ailleurs, les énergies renouvelables, pardon. C'est aussi un problème de souveraineté. Il faut justement qu'on sorte de l'énergie fossile. Et on voit d'ailleurs le meilleur exemple. Alors, il y a plein de détracteurs qui disent non, mais des éoliennes ça sert à rien, etc., etc. C'est les Chinois. Les Chinois, eux, en fait, ils ont complètement explosé justement dans les énergies renouvelables, notamment avec les éoliennes et le solaire. Et en fait, ils sont arrivés à un peu plus de 30%, je crois, de leur autonomie, rien que 36%. C'est 36% d'énergie renouvelable dans leur autonomie de création. Et du coup, là-dedans, il y a le solaire, il y a l'éolienne, etc. Il y a l'hydroélectricité, etc. Et donc, en fait, nous, on est le nucléaire, c'est 68% de notre production électrique en 2025. Et il faut qu'on continue justement à investir dans ces énergies renouvelables. Et notamment, grâce aussi, c'est la finance responsable qu'on appelle. Il faut forcer aussi un petit peu les entreprises à passer au vert. Moi, je parle en tant que tel, puisque je suis président de l'IRCANTEC, qui est un institut, qui est une caisse de retraite. Il y a des amendes avec le RSE. Mais c'est pour ça, en fait. Il faut qu'on engage. Il y a l'accord de Paris qui prévoyait le réchauffement à moins de 2 degrés, et certains investissements institutionnels dans leur portefeuille, puisqu'on prend la température de nos portefeuilles maintenant dans les fonds, et on est par exemple à moins d'1,5 degré. Donc en fait, on force aussi les entreprises à s'engager sur justement sur le climat et de se décarboner quelque part. Alors il y a une bonne nouvelle, ça lié à Etamou, c'est que la EDF a annoncé un programme d'environ 9 milliards d'euros sur 15 ans pour adapter ses installations au changement climatique. Vous allez pouvoir nous en parler aussi, Thomas. Mais du coup, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on reste en plus exportateur d'électricité. Enfin, un truc où ça marche, quoi. Ça fait du bien cette émission-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Salia ? J'en pense que normalement, un pays comme la France, qui est la 5e puissance mondiale, a les moyens de faire les choses. Encore une fois, je vais juste revenir sur l'explication à nos auditeurs. Pour un réacteur nucléaire, il pompe 50 mètres cubes par seconde. Faut quand même avoir le schéma. Et d'eau froide. Oui, je reviens en arrière parce que c'est important. Quand il la rejette, il rejette 10 degrés de plus. Ça veut dire que derrière, quand il les rejette, par exemple, on pompe. Vous avez bossé votre sujet. Bien sûr. 28 degrés. Vous imaginez pour l'écosystème, quand il rejette à 38 degrés, il y a tout un écosystème qui est détruit. Faut dire les choses. Il y a des lois qui existent et donc forcément ils sont obligés d'arrêter à un moment donné les pompes. Donc elles font plus leur travail. Donc en fait, encore une fois, on va reparler de chaîne. Ça veut dire que si la première chaîne ne fonctionne pas correctement, tout le reste, ça a des impacts. Et ces impacts-là, aujourd'hui, on les retrouve. On a, pour vous donner quelques chiffres, parce que oui, effectivement, j'ai bossé mon sujet. D'ici 2050, il y a l'étude IRSN, qui date de 2024, qui dit que 30% du parc sera indisponible plus de 50 jours par an à cause du manque d'eau.
50 jours par an, c'est énorme. Alors moi, j'adore la bougie. Voilà, je veux bien. Non, mais on vient de le dire, il y a d'autres sujets. Il y a d'autres manières de s'éclairer. Heureusement, nous ne sommes plus au XVIIe siècle. Thomas Pellerin-Carlin, comment on fait? Alors, comment on fait déjà? En fait, en France, on consomme de l'électricité surtout en hiver. Et donc là, en fait, les jours d'indisponibilité, c'est qu'on a moins besoin d'électricité en été, puisqu'on n'a pas besoin de se chauffer en plein été, surtout avec les températures qu'on a en ce moment. Et par ailleurs, c'est là aussi où le solaire, évidemment, produit le plus. Et donc, c'est vraiment ce mariage entre le nucléaire et les renouvelables qu'on a déjà un petit peu en France et qu'il faut amplifier. Mais surtout, il faut être très clair. La première source d'énergie consommée en France, je ne parle pas que d'électricité, mais je parle de toute l'énergie qu'on consomme, c'est le pétrole. Ouais. On a quasiment presque la moitié de l'énergie qu'on consomme en France, c'est du pétrole. Et ce pétrole-là, il va être détruit dans le pouvoir d'achat. On sent encore. Enfin, encore chez moi en Normandie, là, le prix de l'essence, il est au-dessus de 2 €. Et donc là, il faut clairement passer à l'électrique. Et donc là, il faut investir dans notre système électrique, dans la production nucléaire, dans les renouvelables, dans le réseau, en se disant que c'est pas simplement pour le consolider, c'est aussi pour qu'on puisse consommer plus d'électricité et donc être plus autonome, plus indépendant, plus souverain et consommer du coup moins de pétrole et moins de gaz. Et à la fin tout ça fait plus d'argent pour les Français parce que cet argent il reste en France plutôt que d'aller chez Poutine. Oh, on adore. Il est 18h14 sur Sud Radio. Enfin des bonnes nouvelles, restez avec nous pour la suite de ce débat. Dans un instant, c'est le coup de fil de l'été qui continue. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Et je vous rappelle que vous êtes ce soir avec Salia Aïtamou, qui est humoriste, entrepreneur, fondatrice du Woman Comedy Tour et chroniqueuse. Et puis Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national du syndicat de police unité. On continue le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. On a chaud et notre réseau électrique aussi. Avec cette chaleur, nos centrales nucléaires sont mises à rude épreuve. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, rappelle que certains réacteurs peuvent réduire leur production quand l'eau des fleuves devient trop chaude. Alors il y a même des méduses, on a appris ça. Avec ces étés de plus en plus brûlants, est-ce qu'on peut encore compter sur notre parc nucléaire? C'est la question qu'on vous pose sur YouTube. Vous n'hésitez pas à les commenter, à nous appeler au 0826 300 300. Pour en parler, on est avec Thomas Pellerin-Carlin, qui est député européen, place publique, ancien chercheur, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Je reprends ma respiration, spécialiste de la politique européenne de l'énergie. Si vous avez d'autres titres ou c'est bon, j'ai tout dit? J'en ai aussi, mais je vais vous les épargner. D'accord. Et puis on est avec Corinne Lepage, Madame le ministre, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, auteur de Le discrédit écologique ou comment sortir du backlash aux éditions Gallimard. Alors avant de filer au standard et de parler avec notre auditeur, tiens, Madame la ministre, je voudrais savoir pourquoi vous avez appelé votre livre comme ça, Le discrédit écologique ou comment sortir du backlash? Parce que c'est une réalité. Ouais. Je veux dire là, l'été a fait que entre les incendies et la canicule, la question écologique est redevenue totalement sur le devant de la scène. C'est vrai. Et depuis 2 ans, on assiste à un matraquage pour démolir, et je vous parle à vous aussi, monsieur le député européen, pour démolir tout ce qui a été fait pendant des années en France et en Europe. C'est ce qu'on appelle le backlash. Disant l'écologie, il y en a ras-le-bol, c'est punitif, ça enquiquine tout le monde, faut arrêter avec ce machin-là, c'est pas bon pour la rentabilité des entreprises, ça sert à rien, ça enquiquine tout le monde. Bon, là, on se rend compte que peut-être qu'il y a des mesures à contester, à discuter, des choses à améliorer, tout peut toujours être amélioré. Mais le problème, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que maintenant, ce sujet du climat, que ce soit la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, et vous aviez raison de rappeler la consommation de pétrole, parce que il faut évidemment s'adapter, mais moins on en fera pour réduire les émissions, et plus il faudra s'adapter. Ouais. Donc il faut faire les deux. C'est un sujet qui est aussi important que le budget, qui est aussi important que la défense nationale, parce que c'est notre vie. C'est qu'est-ce qu'on va manger demain, parce qu'on va avoir des problèmes alimentaires au mois de septembre, à cause des problèmes de sécheresse. C'est comment on va habiter des maisons qui sont des fours à pain l'été, même si elles sont bien protégées l'hiver. Comment est-ce qu'on va se déplacer, etc. C'est donc notre vie en même temps que toutes les questions économiques et les questions de souveraineté. Donc ce sujet, il est central. Donc effectivement, ça a remis sur... J'ai donc appelé ce livre comme ça, et en recherchant pourquoi il y avait ce discrédit. Et mon idée, je la défends. On vous écoute. C'est de dire que en réalité, il y a un mouvement ultralibéral aux États-Unis en particulier, qui est très anti-écologique, qui a débouché sur ce qu'on appelle l'écophobie, que l'on retrouve dans certains mouvements d'extrême droite, mais que ceci est alimenté. C'est pour ça que je suis équilibrée dans ce que je dis. Merci, ceci est alimenté par du wokisme qui a fait de la question écologique
en réalité un élément de l'intersectionnalité, mais un élément qui n'est pas plus important que le genre ou que ce que vous voudrez, et que donc il y a une espèce de course à l'échalote entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et ça tue l'écologie. Merci Madame le Ministre. On va laisser Thomas Pellerin-Carlin reprendre la parole suite à votre petite invective, n'est-ce pas? Mais a priori, vous êtes d'accord avec tout ce que la ministre vient de dire? En fait, Corinne Lepage souligne qu'effectivement, depuis 2 ans au Parlement européen, il y a une majorité droite-extrême droite qui est en train de tout démanteler. C'est vrai ça? Oui, et avec des discours complètement déconnants. Enfin là, le projet de la droite et de l'extrême droite européenne, c'est de ralentir l'électrification des voitures. Pour transformer la nourriture en biocarburant. Okay. Enfin, si c'est ça le plan, si le plan c'est de dire en fait on va transformer du maïs et autre chose et en faire des carburants qui vont être d'ailleurs coûteux et en passant on va affamer la planète et augmenter le prix de la viande, augmenter le prix de la nourriture. Bah oui effectivement et par les humains et par les animaux, alors que on a une électricité française hyper abondante. Genre en France on n'a pas de pétrole mais on a l'électricité et donc là faut aller à fond là-dessus. Et moi je comprends pas. D'ailleurs pourquoi... on exporte en plus, on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. Et puis on a en plus en France, enfin il y a Stellantis mais il y a notamment Renault qui est vachement en avance. On voit le succès de la R5 électrique, qui est vraiment cette nouvelle voiture populaire que moi je vois de plus en plus dans les campagnes normandes et aussi dans le reste de France. La R5, moi c'est tout un imaginaire des années 80, pardon, c'est pour ça que vous me voyez sourire. Et voilà, mais je veux dire, la R5 électrique, quand même, la R5 électrique, c'est la R5 du 21e siècle, et c'est beaucoup plus intelligent d'utiliser de l'électricité française à mettre dans la R5 plutôt que d'importer du soja du Brésil pour faire des carburants, pour mettre ça dans des voitures qui vont être très coûteuses et dont les prix vont toujours dépendre des prix du pétrole et ça va détruire le pouvoir d'achat des Français. Allez, un petit mot vite fait, mes vraies voix, parce qu'on est pris par le temps. Salia Itamour, réagissez à ce que vous venez d'entendre. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Madame la Ministre. De toute façon, c'est que, effectivement, c'est une priorité fondamentale et c'est une priorité d'urgence. Parce que on le voit, on parle d'affamer la population. Mais regardez, rien qu'à Paris, dehors, il y a des gens qui sont encore dehors. Et ça devrait plus exister dans notre pays. Jean-Christophe Couvet. Moi, j'aimerais rappeler que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Banque de France, qu'une canicule sévère l'été, c'est 7 points de PIB. Pour la France en moins et des inondations en novembre, c'est 4 points de PIB. Donc on est à 11 points de PIB. Oui, parce que là on sort des incendies, on espère, et puis ça va arriver les inondations. Mais bien sûr, il va y avoir les inondations. Ouais. Nous on s'y prépare en tant que policiers, les CRS, etc. On a des Zodiac et tout. Donc c'est le produit intérieur brut qui est touché. Et par exemple, il faut toujours comparer le problème des retraites entre guillemets, c'est 14 points de PIB. Donc vous voyez, d'un côté on a effectivement justement les canicules, l'environnement qui coûte 11 points de PIB et il faut réellement faire quelque chose parce que ça, on pourra pas, ça va augmenter en fait d'année en année et à un moment donné, il faut vraiment s'attaquer au problème. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en saisit. Alors, c'est une question qu'on vous posait sur YouTube. Est-ce qu'on peut compter sur notre parc nucléaire? A priori, nos invités nous ont répondu et on est un peu rassurés. On va quand même aller voir ce que nous disent nos auditeurs, Quentin Saunier. Et oui, puisque nos auditeurs répondent oui à 65%. Ils nous laissent aussi beaucoup de commentaires. On a Christian qui nous dit oui, avec un bon entretien et sans les rivières secs, nous pouvons compter sur le nucléaire. Et on a Patrick qui nous dit nous étions leaders dans le domaine, mais je crains qu'il va bientôt falloir choisir entre rouler à l'électrique, travailler ou se chauffer l'hiver. Tout ne sera pas possible. Merci beaucoup. Continuez à commenter, vous les auditeurs de Sud Radio. On adore vos petits commentaires. Vous nous appelez au 0826 300 300 aussi. Je vous remercie, Madame Lepage, Madame la Ministre, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, auteur de Le Discrédit écologique ou Comment sortir du backlash. C'est aux éditions Gallimard. Merci d'être venu participer avec nous. Vous aussi, merci Thomas Pellerin-Carlin. Je rappelle que vous êtes député européen, place publique, ancien chercheur, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors et spécialiste de la politique européenne de l'énergie. J'ai pas repris ma respiration cette fois-ci. C'est meilleur. Merci, restez avec nous 18h24 dans un instant et on va prendre un peu le pouls de nos boulangers, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et puis d'ailleurs, oui, quand il fait 40 degrés dehors dans un fournil, ça peut devenir étouffant, clairement. Entre les fours allumés, le travail physique et les longues heures debout, nos boulangers sont en première ligne face à la canicule. D'ailleurs, on va leur demander comment ils font pour travailler en ce moment. On file à Pélisson dans la Loire. Bonsoir Célia Guillet. Bonsoir. Vous êtes gérante de la boulangerie L'Or Blanc. Oui, tout à fait. Alors, comment vous faites? Merci beaucoup, au revoir. Allez-y, on vous écoute Célia. On n'a pas beaucoup de solutions, malheureusement. Nous, on n'a pas de clim dans le fournil. On ne peut pas ouvrir les fenêtres ni les portes par rapport aux réglementations. Ouais. Donc, à part bien s'hydrater, essayer de mettre des petits brumisateurs sur nous, c'est tout ce qu'on peut faire. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas installé de clim du coup?
Alors là, c'est en cours, malheureusement. Nous, on voulait en installer depuis juin. Ouais, mais pas on n'est pas prioritaire par rapport aux maisons de retraite, aux personnes âgées. Donc, on passera après eux. Alors, dans le labo, vous avez 45 degrés dès 6 heures du matin. C'est quoi vos petits trucs et vos astuces, justement, pour éviter d'étouffer, quoi? D'étouffer, on n'a pas grand-chose. Là, on essaye surtout d'essayer un peu d'isoler la chaleur à un endroit. Nous, d'essayer de faire quand même de temps en temps des courants d'air. Mais non, on n'a pas beaucoup de solutions. Vous êtes combien dans votre équipe ? On est 7. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui a dû arrêter de travailler ou qui a fait un malaise chez vous ? On a eu de la chance, on n'a pas eu d'arrêt, mais on a eu quelques malaises, quelques vomissements pendant les fortes chaleurs sur des matinées. Mais non, c'était intense. Et alors, en fait, vous commencez très très tôt, hein, vous commencez vers 2-3 heures du matin, c'est ça les boulangers ? Tout à fait. Donc finalement, la nuit, ça va à peu près ? C'est ça, en fait. La chaleur, elle commence à arriver... Nous, le four, déjà, balance beaucoup de chaleur. Ah bah oui, c'est ça. Pendant la nuit, voilà, c'est surtout le four qui envoie beaucoup. Et après, dès que le soleil commence à taper vers 7h, 8h, là, dans le magasin et dans le fournil, la chaleur est vraiment beaucoup plus haute. On y pense à ces boulangers et à toute cette France qui se lève tôt et qui nous fournit du bon pain, de la bonne nourriture, hein, nos agriculteurs aussi et tout, qui souffrent vraiment en ce moment. Vraiment, c'est des métiers essentiels. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, hein, Jean-Christophe Coury ? Oui, c'est des métiers... Mais en fait, c'est vrai que le commun des mortels, entre guillemets, ne voit pas l'arrière-boutique. On sait pas, on achète notre pain, on se pose pas la question. Pareil pour le BTP, dans le bâtiment, je les vois encore construire actuellement là, en face de notre travail. Ils commencent tôt, mais même dans l'après-midi, hein, ils sont en train d'être sur les immeubles. Effectivement, c'est une frange de la population et qui se plaint pas et qui revendique pas et qui travaille et qui fournit justement à toute la population. Tant mieux et merci beaucoup. Merci pour votre engagement. Faut savoir remercier ça. D'ailleurs, on les avait remerciés à l'époque aussi. Ça me rappelle la crise pour le Covid. C'était pareil. COVID, il fallait quand même continuer à travailler pour nourrir la population. Célia à Etamou, c'est pareil quand on entend ce cœur, en fait, ce cœur de la France qui travaille et qui nous permet en fait nous de fonctionner toute la journée. On a envie de leur tendre la main, quoi. Et puis il faut aller acheter du bon pain. D'ailleurs, je le dis à tous les auditeurs qui sont dans la Loire, vous allez à la boulangerie L'Or Blanc, c'est à Pélisson. On vous écoute, Célia. On revient toujours en fait à ce problème d'anticipation, de toute façon. On sait qu'aujourd'hui il y a une problématique en France, c'est le réchauffement climatique. À chaque fois qu'on a un problème, on est face au mur et on n'a pas encore anticipé le problème, on n'a pas encore réagi avant d'être au pied du mur. Je vais revenir justement sur le métier de boulanger, puisque les baguettes, le pain, on l'adore. Les Français adorent leurs baguettes, surtout la tradition, pour moi en tout cas. Faut savoir qu'un four à sol, c'est 250 degrés fourni. C'est 50 degrés en temps normal et 60 à 62 en canicule. Donc je vous laisse imaginer la catastrophe quand on est derrière. Il y a quand même deux choses qu'il faut rappeler à l'essentiel, et je vous rejoins aussi sur les BTP. Il y a un article de loi, et ça j'y tiens, sur le code du travail. C'est quoi ? C'est que l'employeur a l'obligation de sécurité. Donc il est obligé de faire attention à ses salariés. Je vais redonner la parole à Célia Guillet avant qu'on se quitte, parce qu'il nous reste 20 secondes. On vous remercie, Célia. Je rappelle que vous êtes gérante boulangerie L'Or Blanc à Pélisson dans la Loire. Et on vous souhaite bonne chance et bon courage surtout, et merci encore de nous apporter du pain frais tous les matins. Merci Célia. Merci, bonne journée. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Vous avez l'info en plus et un petit axe sur le PSG, nos champions. Oui, on peut dire que c'est des champions pour tout le monde. Tiens, en France, ça fait plaisir quand ils gagnent. Et puis, on va se poser des questions sur ce qui bouge sur les réseaux sociaux aussi dans un instant avec Guillaume Play, fondateur de Légende, qui est visé par plusieurs accusations largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux. À tout de suite.